Bonjour ou bonsoir, quel que soit l'endroit où vous me suivez. Pour ceux qui n'ont même pas encore suivi depuis le début de l'année, je vous souhaite à tous de meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de longévité. Que Dieu fasse pleuvoir sur vous les bonnes choses pour cette année 2026 que nous entamons. Que les années sombres, les événements passés qui ont été obscurs pour vous et pour votre famille soient complètement oubliés parce qu'une nouvelle lumière va éclairer votre année 2026. Je suis votre humble serviteur, M. Patrick Assomeli, analyste politique, analyste de tout ce qui se passe dans la vie sociale de mon pays. Je m'intéresse plus à mon pays parce que je n'ai pas un autre. C'est là où je suis né, c'est là où mon cordon ombilical se trouve. Quel que soit l'endroit où je peux me trouver, je pense d'abord à mon pays, le Congo. Et pour cette nouvelle année 2026, je suis dans la joie parce que nous avons fini une année 2025. Quels que soient les obstacles, les confusions, les combats, mais nous avons quand même fini cette année par la grâce de Dieu avec une victoire. Victoire diplomatique, je parle de mon pays, le Congo bien sûr. Victoire diplomatique, victoire militaire parce que le pays est toujours debout. Victoire morale et victoire spirituelle. Nous avons un président qui a compris que s'il faut faire des exploits sur cette terre, il faut marcher avec Dieu. Il a fait un choix de marcher avec Dieu et de conduire ce grand pays. Le Congo, c'est un pays continent, un grand pays, un grand pays. Il a vite compris que sans Dieu, il ne peut pas faire quelque chose. Voilà, il a placé Dieu au centre de son action pour conduire ce peuple qui est à sa disposition. Voilà pourquoi il a échappé à plusieurs obstacles. Parce que la Bible dit l'ange de Dieu campera tout autour de vous pour vous protéger de tout danger. C'est ce qu'il a fait. Si c'était dans les plans de l'homme, dans les plans des ennemis de la République, dans les plans des ennemis du Congo, le président Fachi serait déjà une histoire passée dans les oubliettes parce qu'il serait déjà mort, on devait déjà l'enterrer, c'est un autre qui devait revenir pour mater, pour esclavagiser encore le Congo, notre pays. Et Dieu ne permettra plus ces choses. Notre front a été longtemps courbé, maintenant que nos fronts sont levés, et nous allons bâtir un pays plus beau qu'avant et dans la paix. Merci pour vous qui me suivez. Ce sera un honneur pour moi si de temps en temps vous likez mes vidéos. Surtout, vous les partagez à certains de nos familles. Vous le partagez avec eux pour qu'ils comprennent aussi ce qui se passe dans notre pays. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'ils peuvent s'abonner, c'est une bonne chose. On aura toujours des choses à dire. Mais pour aujourd'hui, je vais parler de la constitution de mon pays. Voilà, depuis des mois, des années, les gens se posent des questions. Faut-il garder la même constitution ou faut-il la changer? Et très souvent, quand on parle de la constitution, on voit directement une magouille politique derrière ça. Or, c'est un besoin, si c'est un besoin urgent, si c'est un besoin permanent, si c'est un besoin qui s'impose, on doit chercher à voir la constitution. Le fait seulement que celui qui est au pouvoir essaie de voir la constitution, les gens pensent directement au glissement, pensent directement au tripatouillage, pensent directement à une manipulation, tout ce qui se passe. Le président Fachi a-t-il raison de changer ou de réviser cette constitution? Nous savons tous que les constitutions des pays, les constitutions, ce sont l'ensemble de lois et un principe que les gens ont d'un commun accord, ont choisi comme des garde-fous pour conduire un peuple. La loi conduit un peuple
la loi permet à un peuple de bien se diriger, de bien se conduire. La loi éduque, la loi condamne, la loi, comment je peux dire, pousse la population auquel cette loi est soumise de penser plus pour son peuple ou pour son pays. En quelque sorte, c'est vraiment un garde-fou pour un peuple. Et quand vous prenez les lois de chaque pays qu'on appelle la Constitution, c'est un ensemble de lois. C'est comme Dieu quand il a choisi son peuple, il a donné ce qu'on appelle les 10 commandements. Les 10 commandements, ça veut dire que ce sont les principes, les lois, les consignes, les recommandations que Dieu a données à ce peuple. Voilà comment vous devez vous conduire. Quand vous voyez la Bible, vous allez voir dans les livres à partir des Nombres, Lévitique, tout ça là, Deutéronome, là où il y a des lois et des principes, Dieu dit à l'homme, montre à l'homme comment il doit se conduire, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Ça, c'est la Bible. Pour nous, la Constitution, c'est aussi un guide pour un peuple. Comment vous allez marcher, comment. Et très souvent, ce sont ceux qui gouvernent, le pouvoir en place, qui élaborent une Constitution pour son peuple. Il n'y a pas de constitution universelle. Ça veut dire que quand vous avez un pays, la constitution, par exemple du Congo, sortie des indépendances en 1960, c'est cette même constitution que nous pouvons voir jusqu'aujourd'hui en 2026. Ce n'est pas évident parce qu'il y a des régimes qui changent. Les contextes aussi changent. Ça veut dire que la constitution s'adapte aussi à l'époque. La constitution doit toujours être mise à jour. Parce que les époques changent, les périodes changent. La Constitution doit évoluer selon les temps et les circonstances. Ça veut dire pour certains articles quoi. Mais il y a certains articles qui vont rester. Voilà pourquoi au Congo, depuis 1960 jusqu'à ce jour, il y a eu plusieurs constitutions. Il n'y a pas eu seulement une seule constitution. Et la majorité de ces constitutions, ce sont des constitutions qui ont été écrites par ceux qui étaient au pouvoir. Ce sont des lois qu'ils ont écrites pour s'adapter à leur pouvoir. En 1960, le 30 juin, quand le Congo devient indépendant, un mois après la proclamation de l'indépendance du Congo, Congo belge à l'époque, on appelle ça Congo belge à l'époque, après la proclamation de l'indépendance du Congo belge, l'indépendance a donné, les Belges ont donné au Congo la souveraineté nationale. Donc, on devait vivre dans un ensemble pour voir ce nouveau Congo, essayer de bâtir cette nouvelle nation. Et quelques mois après la proclamation de l'indépendance, certaines populations profitent de l'occasion pour se démarquer, pour essayer, dans leur tête, penser à créer leur république dans la république qui vient d'être proclamée indépendante. C'est le cas de Katanga de Moïse Tshombe. Le 11 juillet 1960, un mois après la proclamation de l'indépendance du Congo belge, le Katanga sous Tshombe fait sécession. Les Katanga tout d'un coup décident non, nous ne voulons pas faire partie du Grand Congo, nous voulons être une république. Ça veut dire c'est l'idée du fédéralisme. Ils veulent être une république du Katanga dans le Grand Congo, le fédéralisme. Ils ont proclamé, c'est ainsi que quand Tshombe se proclame le président du Katanga, qui a fait sécession, ils vont décider de faire une constitution. Ça veut dire créer des lois qui vont régir leur nouveau pays qui vient de créer. C'est ainsi que le 5 août 1960,
Tshombe est proclamé d'abord président. Et le Katanga va écrire sa constitution le 5 août 1960. Si vous cherchez dans les archives, la première constitution après l'indépendance du Congo, c'est la constitution du Katanga du 5 août 1960. On a eu l'indépendance le 30 juin. Le mois de juillet, ils vont en sécession, font sécession. Et le mois d'août, ils créent leur constitution. Je ne sais même pas si l'État du Congo belge avait même eu le temps de rédiger sa propre constitution. Parce que les archives me disent que la première constitution, c'était la constitution de l'État du Katanga. C'est tellement, il y avait un projet de constitution pour le Congo belge, mais le temps était tellement court. Les Katanga ont sauté sur l'occasion pour créer cet État. Et malheureusement, 2 ans après leur aventure, cette rébellion, je peux dire, rébellion fut matée et la fameuse République du Katanga a fini d'exister. Mais ils avaient quand même écrit une constitution. Et si vous cherchez dans les archives, vous allez voir de quoi cette constitution parlait. La constitution du Katanga, ça parlait exclusivement du Katanga. Comment le pays devait être conduit, comment il devait s'organiser, l'Assemblée nationale. Ils ont fait une constitution pour essayer de régler la bonne marche ou la bonne gestion de cette nouvelle république qui vient d'être née. Et il n'y avait pas assez d'articles dedans, et parce qu'ils n'ont pas eu le temps de peaufiner quelque chose de beau. C'était pressé, et 2 ans après, ça a été un échec. Cette république a été complètement écrasée. Écrasée pourquoi? Parce que quand ils ont fait cette république, le 10 janvier au 11 avril 1960, la commission constitutionnelle s'est réunie à Lulabo pour la création de la constitution. Donc, après l'échec du Katanga, les gens sont revenus dans les meilleurs sentiments, les Tshombe et tout ce monde-là. On doit maintenant faire des choses sérieuses. Il faut créer une constitution pour notre État qui vient d'être né. Des choses sérieuses. Alors, ils se sont réunis du 10 janvier au 11 avril 1964 et ils ont créé une commission constitutionnelle qui va se réunir à Luluabourg. Et dans un seul but de la création de la constitution qui va désormais régir le Congo belge, l'époque. C'était en 1964. Après les référendums constitutionnels organisés du 25 au 10 juillet, une constitution sera adoptée et promulguée. Donc, ils se sont d'abord réunis ensemble pour chercher à voir comment faire une constitution, tout. Et après, il y a eu un référendum qui a été organisé. Et le 25 juin au 10 juillet, après le référendum, une constitution fut adoptée et promulguée. On se retrouve alors avec la constitution de Luluabourg le 1er août 1964. La première vraie constitution de la République démocratique, de la République du Congo, la République du Congo à l'époque, c'est la constitution de Luluabourg du 1er août 1964. Et nous allons voir que dans cette constitution, il y a eu des articles qui ont été écrits pour donner la voix au Congo pour sa création, pour être bâti. Et quand nous voyons toutes les constitutions qui vont sortir après, la constitution de Luluabourg a été la première constitution
qui a ouvert le chemin, qui a donné la voie constitutionnelle dans notre pays. Parce que toutes les constitutions qui sont venues après se réfèrent d'abord à cette constitution de Loulo-Abour. Et n'oubliez pas, le thème de ma vidéo ici, c'est de savoir si le président Félix Tshisekedi doit-il réviser la constitution ou doit-il créer une autre constitution. Et qu'est-ce que j'ai remarqué pendant mes recherches? J'ai remarqué que la constitution de Loulo-Abour, par exemple dans son article 4, il ne parle pas vraiment du démembrement. Je ne sais pas. Mon but dans cet exercice que je suis en train de faire, de vous amener, vous et moi, à comprendre, d'abord présenter toutes nos constitutions, ce qui a été écrit dedans, et voir après la constitution présente que nous avons, et c'est un peu de comparer, et voir si nous pouvons rester avec celle qui nous dirige maintenant, ou bien nous pouvons la changer. Est-ce que cette constitution répond actuellement aux besoins du Congo, de la RDC, mais actuellement? Voilà pourquoi je suis parti loin dans la création, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. La première constitution, la vraie constitution du Congo qui a été adoptée, c'était la constitution du 1er août 1964, la conduite la constitution de Loulo-Abour. Et je vais prélever ici certains articles. Je ne vais pas lire tous les articles de la constitution. Certains articles qui, pour moi, parallèlement à ces mêmes articles, actuellement, il y a un problème. Je vais énumérer quelques articles. Certainement, parmi vous, d'autres ont fait des recherches sur les articles constitutionnels que nous avons et trouvé des failles. Je commence d'abord par l'article 4 de la Constitution de Loulo-Abour. Qu'est-ce que l'article 4 nous dit? Il ne peut être formé de provinces nouvelles par le démembrement d'une ou plusieurs provinces que, moyennant la révision de l'alinéa premier du présent article. On saute. Toutefois, cette révision ne devient définitive que si elle est recueillie et si elle recueille l'accord des populations intéressées consultées par la voie du référendum. Il ne peut être formé de provinces nouvelles par la fusion de deux ou plusieurs provinces ou parties des provinces que si les assemblées provinciales intéressées le demandent. Ça, c'est la constitution à l'origine de la création de la République du Congo, la première constitution. Dans cette constitution, l'article 4 nous dit ceci, qu'on ne peut pas démembrer les provinces ou plusieurs provinces. Cela est possible. Ça veut dire que vous prenez une province, vous divisez les provinces. C'était interdit à l'époque, selon la Constitution. Mais la Constitution dit que si cela pouvait être possible, si toutefois cette révision devient définitive, que si elle recueille l'accord des populations intéressées, consultées par la voie référendaire. Donc, nous voulons démembrer les provinces. On doit demander l'avis des populations intéressées par voie du référendum, par vote. Si la population décide que c'est possible, qu'on peut démembrer une province ou bien une zone, on accepte, on accorde, cela c'est fait. Ça c'est l'article 4. Je veux vous faire comprendre pourquoi je prends ces articles. Et il y a encore un autre article, toujours dans la constitution de Loulo-Abour, article 8. Je prends les articles, pour moi, aujourd'hui, ça peut poser problème.
Article 8, dans la Constitution de Loulo-Abour disait ceci: les traités ou accords internationaux qui comportent cession, échange ou adjonction du territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés que moyennant les révisions des articles premiers de la présente Constitution et l'accord de populations intéressées consultées par la voie du référendum. Les traités des accords internationaux, on fait des traités des accords internationaux concernant la cession. On peut céder quelque chose, on peut échanger un territoire contre un autre territoire, on peut coller le territoire d'un côté avec une autre, ne peuvent être ratifiés ou approuvés que moyennant la révision des articles premiers et articles premiers de la Constitution de Loulo-Abour ou par l'accord des populations intéressées consultées par la voie du référendum. Ça veut dire dans la première Constitution de la République, toute modification ou tout acte qui consistait à toucher l'intégrité du territoire, soit de l'intérieur ou de l'extérieur, devait être adopté par un référendum par les concernés. Les autochtones doivent donner leur avis, doivent partager leur avis. C'est pas que vous venez comme ça, vous êtes président de la République, vous arrivez quelque part, ça c'est la commune de l'Ituri. Bon, aujourd'hui je divise ça en deux, ça deviendra Ituri 1, Ituri 2, Ituri 3, comme tu veux, sans consulter, sans dire, c'est pas une décision que tu prends. Non, à l'époque c'était pas comme ça. Ça c'est ce qui est écrit. La première constitution de Loulo-Abour de 1964. Je continue. J'ai choisi quelques articles seulement. Je prends par exemple l'article 46 qui parle des droits des étrangers. L'article 46 de la Constitution de Loulo-Abour dit ceci: tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens en vertu de la présente Constitution, sauf exception établie par la loi nationale. Écoutez, il ne jouit des droits réservés aux Congolais par la présente Constitution que dans la mesure fixée par la loi nationale. Il y a des lois qu'on peut accorder aux étrangers, il y a des droits qu'on accorde aux étrangers et des droits qui sont réservés aux autochtones. Si un étranger jouit des droits qui sont réservés aux autochtones, ça veut dire qu'il a reçu une mesure exceptionnelle selon la loi du pays. Donc l'étranger et l'autochtone n'avaient pas les mêmes droits. L'étranger était bien sûr, quand il arrive dans un pays, il est bien accueilli, il est protégé. Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens en vertu de la présente Constitution, sauf exception établie par la loi nationale. Il est protégé. Mais il ne jouit pas des droits réservés aux Congolais par la présente Constitution. Il peut jouir de ses droits exceptionnellement si la loi fixée, la loi nationale autorise une loi d'exception. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve une différence entre un autochtone et un étranger. Ils ne peuvent pas jouir du même droit. Ça, c'est la loi, la Constitution de Loulo-Abour de 1964. Continue. Je vois par exemple l'article 55. On parle de l'âge pour être candidat. Que dit cet article? Que dit cet article? L'article 55. L'article 55 dit ceci: tout citoyen congolais de naissance âgé de 40 ans révolu et qui remplit les conditions d'éligibilité au Sénat peut être élu président de la République. À l'époque, la première loi constitutionnelle concernant la date présidentiable, c'était 40 ans révolus, de 40 ans plus. C'est la loi qui a été adoptée.
Donc un monsieur de 40 ans, il pose sa candidature pour être président. Sa candidature est acceptée et approuvée selon la loi. Et je ne sais pas si actuellement comment ça se passe. Nous allons voir au fur et à mesure que j'avance qu'est-ce qui s'est dit. Maintenant, on a encore une autre loi de la révision constitutionnelle. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à la révision constitutionnelle? Là, nous sommes toujours à la Constitution de 1964 de Loulou-Abour. Quant à la révision constitutionnelle, la Constitution rédigée, la révision constitutionnelle, c'est un droit réservé au président de la République, mais il doit d'abord soumettre cette idée à l'Assemblée, au Sénat. Si les deux chambres-là approuvent, lui, il décrète la révision de la Constitution. Ça, c'est un droit qu'on a donné. Et cette Constitution de Loulou-Abour de 1964 était écrite, était rédigée par le président Joseph Kasavubu de l'époque, Joseph Kasavubu président, Moïse Tshombe, après son échec d'aller créer la République de Katanga, il avait mis l'eau dans son vin, il est revenu dans les bons sentiments pour éviter qu'il y ait des troubles. Vous savez, à l'époque, là, il y avait des troubles, tout. Il a été nommé Premier ministre. C'est lui qui a... Il était là quand la Constitution fut créée, le Loulou-Abour fut rédigé. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'était Godefroid Mounongo, qui était ministre de l'Intérieur. Il y avait aussi M. Léon Mamboleo, qui était ministre de la Justice. Voilà un peu la Constitution de 1964, le 1er août 1964. En fait, c'est cette Constitution qui va donner la voix à toutes les constitutions qui vont suivre. C'est la Constitution mère, qu'on peut dire, la République démocratique du Congo. La République du Congo à l'époque, la République démocratique du Congo. Maintenant, est-ce que, comme je disais que les constitutions ne sont jamais éternelles, les constitutions changent au fur et à mesure, selon les dirigeants qui arrivent, selon les intentions, les ambitions de chaque dirigeant. Quand nous suivons bien la constitution de Loulou-Abour, quand elle a été écrite par les dirigeants de l'époque, ils avaient une seule pensée, c'est le bien-être de la population. Ce n'était pas une constitution calculée. Ça, c'est une constitution qui englobait tous les citoyens congolais, quelle que soit la zone, la région où tu te trouves, cette constitution, tout le monde se retrouvait dedans. Il n'y avait pas de cibles, ça veut dire des articles cibles pour protéger tel, non. C'était une constitution formée d'une vision générale. Maintenant, on arrive la Constitution de 1964 de Loulou-Abour a rétabli un régime. Ça veut dire que quand les Tshombe avaient eu l'idée de faire la République de Katanga, c'était dans une vision fédérale. Ils voulaient faire le fédéralisme. Ils voulaient faire le fédéralisme. Maintenant, après les chefs qui se sont réunis pour faire maintenant une constitution nationale, au lieu que d'avoir une constitution fédérale pour diviser les pays comme ça, il a fait une constitution vraiment qui concernait toute la République, et les gens se sont retrouvés dedans. Mais comme il y avait des conflits, vous savez, à l'époque de Lumumba, il y avait Moïse Tshombe, il y avait Pierre Moulele, c'était une période trouble de la République. Le président Kasavubu était là au pouvoir, tout ça ne marchait pas. Des fois, les premiers ministres ne respectent pas les présents, un désordre total. C'est ainsi que le 24 novembre 1965, pour mettre un peu l'ordre dans la maison, l'ordre, il y a un officier de l'armée, la personne de Joseph Désiré Mobutu, qui s'élève, qui prend le pouvoir. Disons qu'il fait un coup d'État, si on peut dire ça comme ça. Il prend le pouvoir pour essayer de mettre de l'ordre.
C'est ainsi qu'en le 24 novembre 1965, Mobutu arrive au pouvoir. La première république, c'était d'abord la république de Kasavubu. Et lui, il vient, il va créer une deuxième république. Mobutu fait la constitution de la deuxième république en juin 67. Donc, quand Mobutu arrive, le 24 novembre 1965, il prend le pouvoir. Le temps de mettre de l'ordre, de faire asseoir les institutions, tout ça, là, papa. Ça a pris le temps, au moins 2 ans. Et après, en 1967, en juin 1967, Mobutu va écrire une nouvelle constitution. Et quand, si vous prenez la constitution du juin, le 24 juin 1967, qui va devenir plus tard la constitution du parti unique, la majorité des articles qui sont là-bas sont des articles tirés de la constitution de Loulouabourg, la constitution du 1er août 1964. Il a seulement ajouté quelques articles. Il a fait quelques modifications. Par exemple, la constitution de Loulouabourg, c'était les mandats du président étaient de 5 ans. Lui, quand il arrive, il met les mandats du président à 7 ans. Il maintient l'âge d'être présidentiable à 40 ans. La constitution de Loulouabourg, c'était 40 ans. L'article 68 qui parle de la cession du territoire, Mobutu a maintenu le même article de Loulouabourg concernant la cession du territoire. C'était les traités accords qui comportent cession, échange ou adjonction du territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés que moyennant la révision des articles. Oui. Et puis, et l'accord des populations intéressées consulté par la voie référendaire. Donc, il a regardé le même. Mais, Mobutu a amené un article qui, aujourd'hui, crée des problèmes. C'est cet article. C'est les gens qui, quand il a pensé, quand il a créé cet article, je ne sais même pas s'il était poussé par quelle ambition, ou bien qui était derrière lui pour lui donner l'idée d'écrire cet article qui va aujourd'hui être préjudiciable pour le Congo. C'est l'article 69 de la Constitution du 24 juin 1967, la Constitution de Mobutu. Que dit cet article? Je vais essayer de lire cet article. L'article. Vous avez d'abord l'article 69. L'article 69 dit ceci. Vous avez d'abord une première phrase et puis cette paragraphe. En vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de la souveraineté. Donc Mobutu a écrit cet article. Il dit qu'en vue de promouvoir l'unité africaine, notre République peut conclure des traités et accords d'association avec certains pays voisins, tout ça là, comportant un abandon partiel de sa souveraineté. Donc, le Congo peut céder une partie de son territoire. Un abandon partiel de sa souveraineté, une partie de son territoire à des voisins en vue de promouvoir l'unité africaine. Cet article-là, c'est venu de Mobutu. C'est lui le premier à écrire cet article qui est entré dans la Constitution. On ne sait même pas qui avait donné à Mobutu l'idée d'écrire cet article. Lui dit que nous pouvons donner une partie de notre territoire aux voisins. C'est comme si à Congo-Brazzaville, la frontière vers les Mayombe, les 10 secteurs là-bas, vers les Mongolois là, donc Mangembo, pour sortir à Lutete, en Fouati, tout ça là, vous prenez ce territoire là pour la promouvoir l'unité africaine, on donne ça aux Congolais de Brazzaville. Je ne sais pas s'il a été piqué par quelle mouche pour
pouvoir écrire cet article. Et curieusement, quand ils ont rédigé cet article, Mobutu n'était pas seul. Il était là comme président de la République, Joseph Désiré Mobutu. Il y avait M. Etienne Tshisekedi Wamulumba comme ministre de l'Intérieur. Il y avait M. Singa qui était ministre de la Justice. Ils ont écrit, fait à Kinshasa, le 24 juin 1967. Voilà là où nous en sommes. Et après, quand Mobutu va évoluer avec cette constitution du 24 juin 1967, il s'est dit que non, moi j'ai des ambitions. Je ne peux pas continuer avec cette constitution parce que moi, je veux faire autre chose. Il a décidé de créer un parti unique. Papa Bomoko, Ekolo Bomoko, Parti Bomoko, Mokonti Bomoko. Pour faire un parti unique, il faut pratiquement changer la constitution. Faire un pays unitaire avec un seul parti. C'est ainsi que le 15 août 1974, le 23 décembre 1970, Mobutu décide de faire la révision de la Constitution pour instaurer les partis uniques, les mouvements populaires de la Révolution. Donc, il crée ainsi en 1974, le 15 août. Curieusement, toutes ces constitutions viennent en août. La constitution de Luluabu en août, la constitution de Mobutu là en août. Il va créer le 15 août 1974 la constitution du mouvement populaire de la Révolution. Vous partez chercher sur Google, sur YouTube, le document, la constitution du 15 août 1974, la République du Zaïre. Du Zaïre change les noms, Congo est devenu Zaïre. Là-bas, dans la constitution, il y a d'autres dispositions. Le mouvement populaire de la Révolution, les partis. Donc, il a complètement tout chamboulé. Il a complètement tout chamboulé. Il y a de même certaines dispositions, mais malgré ces chamboulements-là, son article 76-77, qui parle de l'abandon partiel de la souveraineté, il a maintenu. Donc Mobutu décide par ces articles-là qu'il peut céder une partie de la souveraineté du Congo à cause de promouvoir l'unité africaine à des voisins que lui-même il connaît. Et après, qu'est-ce qui se passe? Mobutu arrive après la constitution, après là, Kabila fait son apparition. Mobutu est chassé du pouvoir. Mobutu est chassé du pouvoir. Laurent Désiré Kabila, avec une constitution de la transition, arrive. Laurent Désiré Kabila arrive. Nous tous, nous avons vu comment le président Mouzé est arrivé au pouvoir, accompagné par les Ougandais, les Rwandais. Il arrive. Il a eu le temps de faire un projet de constitution pour essayer de faire asseoir les choses. Et sa constitution n'avait que 15 articles. C'est une constitution qu'il a écrite le 4 avril 2003. Donc parce que quand le Kabila Mouzé arrive au pouvoir, quelques temps après, il devait remercier les Rwandais, les Ougandais qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, mais ça a mal tourné. Et ça s'ensuit
une période de trouble. Le monsieur n'a pas eu le temps de faire asseoir sa politique, de créer une constitution pour sa république. Donc le pays était complètement déstabilisé. Il a seulement créé, je peux dire un projet de constitution de 15 articles pour essayer un peu de faire marcher le pays. Et ça n'a pas abouti. Donc après cette période de trouble, le Mouzé sera assassiné et son fils Joseph, soi-disant fils, va prendre le pouvoir. Et c'est toujours pendant cette période de chaos, les leaders politiques à l'époque qui ont pris des têtes de rébellion vont se retrouver en Afrique du Sud, à San Suti, pour trouver un accord de paix. C'est en Afrique du Sud, à San Suti, qu'ils vont se partager le pouvoir, président numéro 1, président numéro 2, président numéro 3, président numéro 4, et trouver un accord pour revenir au pays. Et le 18 février 2006, sous Joseph Kabila, une nouvelle constitution va apparaître, va naître. Et cette nouvelle constitution, comme je disais au début, en dehors de la deuxième constitution, la deuxième constitution de Mobutu, quand il a révisé la constitution, il n'a pas tenu compte de la constitution de Luluabu. Mais quand Joseph Kabila prend le pouvoir, le 18 février 2000, quand il prend le pouvoir constitutionnel, le 18 février 2006, il crée cette constitution. Vous allez remarquer que la majorité des articles qu'il a repris dans cette constitution, ce sont les articles de la constitution de Luluabu, du 1er août 1964. Il a repris ces mêmes articles, mais avec plusieurs modifications. Vous savez, c'est là où je vais en venir. Quand quelqu'un arrive au pouvoir, il veut créer une constitution, il va s'assurer que sa partie soit complètement protégée. La constitution protège une nation, protège aussi les dirigeants qui sont établis. Mobutu, quand il arrive, il fait sa constitution. MPR, Parti unique, Mouvement populaire de la Révolution, il a fait une constitution pour protéger ses affaires, son parti, ses alliés et tous ceux qui étaient avec lui. Il a créé les MPR. Nous avons vécu au temps du MPR, nous avons vu qu'il y avait des protégés, les ordres nationaux du Léopard, les gens comme tout. Il avait fait ça pour protéger son pouvoir. Quand Joseph Kabila aussi arrive au pouvoir, bien qu'il a récupéré la constitution de Luluabu, mais il va faire une constitution pour assurer ses arrières. Sans oublier que la mission de Kabila Joseph au pouvoir, c'était de balkaniser le Congo. Il est arrivé au pouvoir avec une mission précise. Impliquer la mentalité nilotique au pays pour affaiblir cette population, pour que la balkanisation soit facilement faisable. Voilà, même la Constitution doit répondre à ces critères. Quand il prend la Constitution de Luluabu, il regarde, il cherche les failles là où il peut insérer certains articles qui seront en faveur des gens pour lesquels il est placé là. Nous comprenons depuis que non, la République démocratique du Congo a toujours été l'objet d'un grand complot, la balkanisation. Dans les plans des Occidentaux, dans les plans missiles des Occidentaux, ce pays a déjà été divisé en 5 morceaux. Les Américains ont l'air pas, les Français, les Britanniques, les Anglais, les Allemands, les Belges. Mais pour que ça soit concret, il faut qu'il y ait un instrument pour concrétiser cette balkanisation. Ils avaient choisi les nilotiques. Mais pour maintenant aboutir à cette balkanisation, il faut d'abord affaiblir la population. On a affaibli la population comment? Utiliser la méthode machiavélique de Machiavel.
chercher des mauvais Congolais parmi les Congolais qui vont maltraiter, qui vont faire des choses pour détruire leur peuple. Et puis ils peuvent se frotter les mains quand ils vont faire cette sale besogne de diviser le pays. Machiavel a dit, pour détruire une nation, ne te fatigue pas, ne te fatigue pas. Cherche parmi la population de mauvais citoyens et tu leur donnes des tâches, ils les feront. Voilà pourquoi nous voyons la majorité des gens qui cherchent à détruire ou à tuer le président de la République. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Congolais. Ils sont là des généraux congolais. Dans l'administration, ce sont des Congolais qui détruisent parce qu'ils ont reçu l'argent, on les a lavé les cerveaux pour détruire leur propre pays. Le principe de Machiavel. Maintenant, quand Kabila arrive au pouvoir, Joseph, il va asseoir son pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée la constitution de 2006. La première, je ne sais pas si je veux dire réforme, le premier changement que Kabila fait. Et nous allons voir que quand il arrive au pouvoir, il sait que la partie de l'Est, c'est une partie frontalière avec le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Une partie convoitée par les Lunotiques. Il faut plus focaliser son intérêt sur cette partie pour que la balkanisation soit effective. Créer des lois pour affaiblir cette zone à l'avantage des occupants étrangers qui vont arriver. Il va se mettre en marche, il va créer une machine pour essayer de préparer déjà cette action. Alors, il prend la constitution. Il prend la constitution de l'autre là, la constitution de Joseph Kabila. On commence par l'article 3. Que dit l'article 3 dans la constitution de Kabila? L'article 3 dit ceci, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Il y a d'abord une phrase, je prends ce passage d'abord. Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la RDC sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Vous allez voir et puis vous sautez. Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. Donc, il a dit non, il faut que je donne un pouvoir absolu, un pouvoir plus. Les provinces avaient déjà il y avait un pouvoir, mais il va encore donner un pouvoir plus aux provinces. Parce que quand ça va arriver, si c'est déjà instauré, ça sera son avantage. Voilà pourquoi il dit que les provinces et les entités territoriales décentralisées elles jouissent de la libre administration. La liberté, ils peuvent administrer leurs provinces comme ils veulent et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. Vous savez que la majorité de nos richesses minières sont vers l'Est là-bas. On donne la liberté, une autonomie de gestion, une autonomie financière de l'administration à chaque province de gérer tout ce qu'il gagne. Un pouvoir absolu. Ça veut dire que ce pouvoir absolu, quand je prends par exemple Goma, vous donnez une liberté totale à Goma de s'administrer, de gérer ses ressources financières. Et sa richesse-là, il pourra faire de sorte que l'idée de se fédérer puisse arriver, de devenir une province république. C'est dans cette option que ces idées-là sont arrivées. L'article 3. Donc il modifie cet article au profit de ce qu'il va faire. Nous prenons l'article 4 de sa constitution. On dit, on a d'abord des passages, et puis ces passages, de nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement
ou par regroupement dans les conditions fixées par la loi, par la Constitution et par la loi. Ça s'arrête là. Il dit que des nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement. Ils peuvent être créés par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Donc, les provinces peuvent décider de se regrouper, de se diviser pour devenir beaucoup, pour s'associer, pour devenir par la Constitution, par les conditions fixées par la loi et par la Constitution. Et pourtant, la Constitution de Loulo-Abou, la première Constitution de Loulo-Abou disait ceci, je vais lire par rapport au démembrement. La Constitution de Loulo-Abou, la première Constitution du Congo, qu'est-ce que l'article 4 de la Constitution du Loulo-Abou dit il ne peut être formé de provinces nouvelles par démembrement d'une ou de plusieurs provinces que, moyennant la révision de l'article présent. Toutefois, cette révision ne devient définitive que si elle recueille l'accord des populations intéressées consultées par la voie référendaire. La Constitution de Loulo-Abou disait que on ne peut pas démembrer une province. On ne peut pas aussi coller une province. Comme ça, on vient, on se réveille un matin, on le fait. Cela est possible si les populations intéressées consentent et si ça se passe par la voie du référendum. Les gens décident et puis ça se passe. Mais Kabila, lui, quand il vient, il ne dit pas que ça doit se passer par référendum. Lui, il dit par contre, il décide, il dit non. Il décide, il dit simplement que de nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement. Même pas un référendum ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Vous voyez par là que c'est fait par intention. C'est fait par intention. Et quand il a créé cet article, il ne pensait pas au Congo, il pensait à d'autres personnes qui peuvent être au Congo. Parce que la loi la Constitution de Loulo-Abou, ça protège la population congolaise, ça protège les autochtones. C'est pour ça que la Constitution de Loulo-Abou disait qu'on ne peut pas démembrer une province ou bien jumeler des provinces sans pourtant que les populations concernées donnent leur avis ou bien que ce soit par référendum. Mais lui, dans sa constitution que nous avons maintenant dit, non, on peut démembrer les provinces comme on peut regrouper. Voilà pourquoi nous sommes partis de 11 provinces à 25 ou bien 26 provinces parce qu'ils ont décidé comme ça. Et je ne sais pas s'il y avait référendum, parce qu'à l'époque, je me trouvais déjà à l'étranger. Je ne sais pas si c'était par référendum que toutes ces provinces-là sont nées ou bien par consentement parce que les populations donnaient leur avis ou bien c'est fait comme ça. Selon la loi, ça devait être un référendum constitutionnel pour que nous passions des 11 provinces et des 11 provinces à 26 provinces que nous avons aujourd'hui, c'est 25 ou 26 provinces. La loi, l'article 4, l'article 3 et l'article 4 de la Constitution de Joseph Kabila pose un problème. Pose un problème. On continue. Nous prenons toujours son article, sa Constitution. Nous prenons par exemple l'article 50 qui parle des droits des étrangers. L'article 50 de la Constitution de Joseph Kabila. Vous avez d'abord un passage là écrit et puis vous venez, il y a un passage qui dit ceci. Sous réserve de la réciprocité, tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national bénéficie des mêmes droits et libertés que les Congolais, excepté les droits politiques. Selon la loi, la Constitution de Joseph Kabila, tous les étrangers qui se trouvent sur notre territoire, qui sont là légalement, qui
qui sont là légalement, ils bénéficient des mêmes droits que les Congolais. Excepté les droits politiques, ils ne peuvent pas faire la politique, tout ça. Ils ont les mêmes droits. Ils ont les mêmes droits fonciers, ils ont les mêmes droits sociaux, ils ont les mêmes droits religieux. Ça ne peut jamais se faire. Un étranger, un autochtone ne peuvent pas avoir les mêmes droits. Et c'est une loi qui a été faite à dessein. Ça veut dire que quand les autres là vont arriver sur le territoire congolais, qu'ils puissent avoir les mêmes droits que les Congolais. Et je me pose la question que ceux-là qui disent que la constitution ne peut pas être changée ou révisée, est-ce qu'ils prennent le temps d'étudier la constitution, le temps d'étudier comme moi je le fais? Dans aucun pays du monde, nulle part, même au ciel là-bas, même nulle part, un étranger a eu le même droit qu'un autochtone. Il y a toujours une différence. Mais la loi de Kabila dit que, sous réserve de la réciprocité, tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national bénéficie des mêmes droits et libertés que les Congolais, excepté les droits politiques. Allez-y comprendre. On continue. Voilà pourquoi, avant de poser la question, faut-il changer la constitution ou la réviser, je vais d'abord faire montrer à la population tout ce qu'il y a. Il y a des articles qui ont été modifiés, non pas pour les Congolais, mais pour les gens qui vont arriver. On continue. Article 51 de la Constitution de Kabila, la Constitution actuelle, que nous utilisons, même Fatou aussi utilise ça, malgré lui. Je ne sais même pas si les conseillers qui sont tout autour de lui n'ont jamais eu le temps d'étudier cette Constitution. L'article 51 nous dit ceci. Il y a d'abord une petite parade. Bon, la partie là dit ceci. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Ça, c'est normal. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Quels sont les groupes vulnérables au Congo? Quels sont les groupes minoritaires au Congo? On doit se poser cette question. J'ai été à l'école, j'ai fini l'école, je travaille, je suis là déjà à la retraite, tout ça là. J'ai grandi. Je n'ai jamais compris qu'au Congo, il y avait un groupe vulnérable, un groupe même les pygmées qui sont en brousse ne sont pas vulnérables. Ils sont forts, ils se défendent de leur façon. Ils ne sont pas minoritaires. Qui sont les majorités au Congo? Qui sont les minorités? Les minorités au Congo. Et c'est un article qui a été introduit pour dire que ceux qui viennent là, surtout il y a un langage qu'on veut nous faire adopter. Même certains de nos dirigeants ont déjà adopté ce langage, les Tutsis congolais, les Congolais rwandophones. Ça n'a jamais existé. Il n'y a pas de Tutsis congolais, il n'y a pas de Congolais rwandophones. Il n'y a pas de Tutsis congolais, il n'y a pas de... Il ne faut jamais chercher à donner des béquilles à ceux-là qui cherchent à s'accrocher. Il n'y a pas de Tutsis congolais. Les Tutsis sont des Nilotiques, sont des Peuls. Nous, on n'a pas de Peuls au Congo. On n'a pas de rwandophones au Congo. Sur les 400 et quelques ethnies que nous avons, on n'a pas d'ethnie. La preuve en est que quel est le village de Tutsis au Congo? Quel est leur territoire? Quand ils ont travaillé, ils ont essayé de se localiser dans cette... Quel est actuellement, proprement dit, le territoire de rwandophones? Il n'y a pas de territoire de rwandophones au Congo. Donc, l'histoire des groupes minoritaires. Pour ceux-là qui défendent que nous devons garder cette constitution. Quel est donnez-nous aujourd'hui, énumérez-nous les groupes minoritaires et les groupes vulnérables. Maintenant, nous passons toujours dans la constitution actuelle. Nous avons l'article 72 et 72 qui parle de l'âge présidentiel réduit à 30 ans, au moins. La constitution de Katangé, c'était 40 ans. La constitution de Luluabour, c'est 40 ans. La constitution de Mobutu, c'était 40 ans. La constitution de Kabila, c'est 30 ans au moins. Ça veut dire que
On pouvait mettre seulement 30 ans parce que quand Joseph est arrivé au pouvoir, il avait 29 ans. Si on avait mis 40 ans, ça devait être un peu préoccupant pour lui. Il a dit il faut qu'on réduise l'âge de l'âge présidentiable d'un candidat. 30 ans. Là, ça n'a pas été écrit pour les Congolais, mais ça a été écrit pour ceux qui sont arrivés. Et nous vivons avec ça, les articles comme ça. Et l'article que Mobutu avait amené, qu'il abandonne du territoire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a poussé à écrire cet article. Kabila trouve que voilà l'article qu'il nous faut. Nous devons nous accrocher à cet article. C'est l'article 217. L'article 217, ce n'est pas les Tutsis, les rwandophones qui ont amené cet article, c'est Mobutu qui a amené cet article. Je ne sais même pas pourquoi. Et Kabila, lui, il reprend le même article dans sa constitution. Ça veut dire 217. La RDC peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Maintenant, le combat de nos voisins qui veulent qu'on abandonne une partie du territoire, ce n'est pas l'Ouganda, ce n'est pas le Burundi, ce n'est pas la Tanzanie, c'est toujours le Rwanda qui cherche qu'on abandonne en vue de promouvoir l'unité africaine qu'on donne au Rwanda. Ils demandent même 300 km de terre. Ça ne peut jamais se faire. Et j'ai vu un document passé, une vidéo passée, qui disait qu'à l'époque, avant que les territoires d'Afrique soient découpés, le Rwanda et le Burundi, le Rwanda-Urundi, c'était deux petites parties qui faisaient partie du Congo, du territoire du Congo d'Antotila. Donc, si aujourd'hui nous voulons renverser la tendance, on peut réclamer ces territoires pour revenir chez nous. On peut faire ça. On réclame, on dit que non, le Rwanda doit revenir au Congo parce que ça appartenait au Congo à l'époque. On appelle des historiens qui vont revoir les documents anciens. On va se rendre compte que c'était un petit territoire du Congo. À l'époque, ils mangeaient même les francs congolais à l'époque. Voilà un peu. Et cet article, c'était la Constitution 2011 qui a été révisée. La Constitution de 2006 de Kabila là. Après, en 2011, il va refuser cet article. Il va réviser cet article de la Constitution. Il y a l'article 71, l'article 110, l'article 126, l'article 197, l'article 198, l'article 218 et l'article 226. Il les a tout modifiés en sa faveur. Donc, je reviens pour dire que non, quand quelqu'un arrive au pouvoir, il essaye de tout organiser pour sa patrie, pour sa partie, que ça soit favorable à lui. Le Kabila a modifié la Constitution, a révisé la Constitution. Ce n'était pas pour que les Congolais qui vont venir après lui puissent bénéficier de cette disposition, mais c'était pour que, pendant qu'il est au pouvoir, tout ce qu'il a écrit, qu'il trouve les résultats de ce qu'il a écrit. Une partie du territoire soit cédée, les Congolais, les étrangers qui sont chez nous au pays, qui puissent avoir les mêmes droits et obligations que les autochtones, tout ça là, c'est écrit. Et ça a été adopté. Nous avons été aveuglés. Je vais dire nous, parce que c'est assez passé au Congo, c'est pas ailleurs. Nous avons été aveuglés. Il a utilisé la méthode de Machiavel pour s'imposer, ça veut dire utiliser de mauvais Congolais pour essayer de mauvais Congolais pour arriver à son but. Maintenant que toutes ces choses-là sont visibles, que la Constitution actuelle
n'est pas vraiment favorable à l'évolution et l'épanouissement du Congo. Si vous lisez toute prenez la constitution de Loulo-Abour, vous lisez ça du premier article jusqu'à la fin. Vous faites aussi une étude comparative de la constitution actuelle que nous avons. Vous mettez les deux constitutions. Il y a des dispositions quand même qui sont un peu différentes parce que il y avait une partie du fédéralisme à l'époque, maintenant que il y a une partie du unitarisme de l'époque de Mobutu, maintenant nous avons une partie démocratique. Vous essayez de voir. Actuellement, la constitution que nous avons ne favorise pas trop le Congo parce qu'il y a trop de pièges. D'où il y a un intérêt, moi personnellement, il y a un intérêt à complètement changer cette constitution. Si le président suit ma vidéo, ou bien c'est quelqu'un qui suit la vidéo et puis montrer cette vidéo au président, il va prendre le temps de chercher la constitution de Loulo-Abour, la constitution du Katanga, la constitution de Mobutu, les deux constitutions de Mobutu, la constitution de Joseph Kabila, et voir, normalement, il va comprendre qu'il ne peut jamais diriger, il ne peut jamais conduire ce pays-là où nous voulons avec cette nouvelle constitution. Ce n'est même pas une révision qu'il faut, c'est pratiquement un changement de constitution qu'il fait. Mobutu, quand il arrive, il avait complètement changé la constitution. Il a récupéré certains articles, mais 80% de la constitution de Mobutu était basée sur des nouvelles lois et des nouveaux articles. Si nous aimons le Congo, nous devons soutenir le président Fachi. Voilà ma contribution que j'avais depuis longtemps. Faut-il changer la constitution ou la modifier? Pour moi, le président Fachi doit s'élever. La constitution de la RDC doit être complètement changée, Si vous aimez le Congo, partagez ma vidéo. Si vous aimez le Congo, faites écouter cette vidéo à un frère, à elle. Likez, abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse.